Star 21 TV, une chaîne généraliste destinée à un large public à travers le monde. Avec des programmes diversifiés dans les domaines du développement, de l'information, de l'éducation, de la culture, du sport, de la religion et du divertissement, Star 21 TV fait partager de riches expériences et parfois des émotions insoupçonnées et devient une référence à la découverte du monde. Pour accompagner l'évolution des styles de vie et répondre au nouveau mode de consommation des images, Star 21 TV offre une expérience complète de la télévision qui intègre les nouvelles technologies et les plateformes digitales et mobiles. Portail, Internet, sites mobiles, réseaux sociaux, applications mobiles sur Android et iOS, Star 21 TV est sur tous les écrans et s'adapte aux habitudes des consommateurs où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins en contenu ou en interactivité. À l'aide du numérique et bien équipé, Star 21 TV réalise sur demande tout programme de communication moderne. Star 21 TV, une chaîne de télévision panafricaine basée dans l'État de New York aux États-Unis. Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle et bienvenue dans cette autre aventure de l'émission Diagnostic, aujourd'hui consacrée essentiellement au secteur du commerce en Guinée de 1958 à nos jours, à savoir les acquis et faiblesses du secteur, mais aussi quelles solutions faut-il apporter pour un véritable développement du commerce guinéen. Voilà, entre autres, les questions que nous tenterons de répondre dans cette émission avec des invités qui sont d'ailleurs confortablement installés avec nous sur ce plateau. Docteur Alassane Makanera Kake, bonjour et bienvenue dans l'émission Les Diagnostics pour votre première aventure. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Barré. Je rappelle que vous êtes docteur d'État en finances publiques, mais aussi professeur de droit dans plusieurs universités publiques de la capitale. Et merci de répondre à cette invitation. Merci. Également avec nous dans cette émission, le président du groupe organisé des hommes d'affaires de Guinée, GOA, monsieur Mohamed Chérif Abdallah. Également, bienvenue dans l'émission Diagnostic pour votre première expérience, vous aussi. Merci beaucoup, monsieur Barré. Nous sommes à vous. Merci. Et lui, c'est quand même un habitué du coin. Monsieur Ibrahima Balaya Diallo, président du Forum civil guinéen. Également, merci pour la disponibilité pour cette émission. Ok, merci beaucoup. Merci à mes co-débatteurs. Alors, on va commencer cette émission par une sorte de rétrospective qu'on va faire sur l'évolution du commerce en Guinée. Alors, on s'intéresse en cette partie, la Première République, sous le régime notamment de Sékou Touré, où presque le commerce n'était pas autorisé en quelque sorte, parce que c'était en quelque sorte une sorte de commerce d'État. Alors, vous, en tant que docteur en finances publiques, quel est le regard d'analyse que vous portez sur cette façon de gouverner sur le plan financier du premier régime de la Guinée sous l'ère de la révolution de Sékou Touré? Bon, en fait, pendant la Première République de 58-84, sur le plan du commerce, il y a eu une évolution. À l'indépendance, il y avait un petit commerce, c'est-à-dire le secteur privé, hérité de la colonisation, existait. Si j'ai bon souvenir dans les mémoires, vous trouverez d'abord, c'est avec le secteur privé que la première radio privée était née en Guinée, la radio Banane. La radio Banane, oui. Donc, progressivement, les Blancs avaient laissé quelque chose sur au compte du secteur privé.
Maintenant, à l'indépendance, la Guinée a opté pour le régime socialiste, économie dirigiste, planifiée, sous le contrôle strict de l'État. Ouais. Maintenant, l'État va s'occuper de l'importation et donner la distribution aux Guinéens, aux privés guinéens. Cette période a pris un petit temps dans les années 68. On a parlé dès lors de lutter contre les bourgeois, la bourgeoisie. C'est là où les choses vont changer radicalement. Parce qu'on était dans un régime foncièrement un socialiste. Socialiste. Ouais. Ça, on travaille avec les commerçants. L'État dit c'est pas grave, j'importe, vous distribuez. Ouais. Mais comme une catégorie de Guinéens commençait à s'enrichir, l'option politique d'alors était que la richesse doit être détenue par l'État. C'est quoi fait passer une loi qui stipulait de lutter contre la bourgeoisie nationale. Cette bourgeoisie nationale, comme on dit, dès qu'on a fini de lutter contre cette bourgeoisie nationale, l'État est devenu le principal acteur économique. Bien. La preuve, les études en 1984, par un cabinet américain, l'étude dit clairement que l'État était présent dans l'économie à hauteur de 96%. C'est que seulement 4% étaient réservés pour le secteur privé. C'est pourquoi actuellement nous en souffrons encore. Hein. Est-ce que ça c'était mal parce que Ah, mais c'est le mal qui continue. Parce que l'État 96% dans l'économie. Bien. Et la preuve, il y a en 86, on a identifié plus de 365 entreprises publiques. Toutes ces entreprises publiques pratiquement étaient déficitaires. Ouais. Donc, finalement, le secteur public n'a pas pu développer la Guinée. L'ensemble des programmes dans lesquels le secteur public s'est lancé, pratiquement c'est soldé par l'échec. Pratiquement. Sur le plan économique, la preuve est là en 84. La Guinée, après secours, économiquement, moi je me rappelle bien, pour prendre les biscuits, les petits biscuits ronds là, il fallait aller au Sénégal. Parce que je me rappelle de ça, ça me marque. C'est quand ma soeur envoie le biscuit, j'envoie à l'école, même mes profs dansent pour prendre le petit biscuit là. Maintenant qu'aujourd'hui même les enfants ne veulent pas manger. Pour vous dire, l'option socialiste qui a été choisie, pas seulement en Guinée, économiquement, l'option socialiste n'est pas viable. Bien. C'est pas viable sur le plan économique. C'est pourquoi on a eu assez de difficultés avec la Première République sur le plan du commerce. Et vous savez même l'État qui contrôle les prix, à la police économique. On reviendra sur ainsi de suite. cette Deuxième République. Bien. Que sur le plan du commerce, Première République, c'est l'échec. Bien. Alors, est-ce que, Monsieur Balaya, sur la question notamment de cette politique, de la vision du commerce sous l'ère de la révolution de Sékou Touré, est-ce que ce n'était pas justifié? Parce que, voilà, on était presque à notre première expérience en termes de souveraineté. La France n'était pas du tout disposée. La Guinée également n'a pas accepté d'appartenir notamment à la communauté française d'Afrique en termes notamment de monnaie. Est-ce que ce n'était pas à l'époque que l'État s'investisse en ce qui concerne notamment la régulation du commerce? Mais vous savez que le dirigisme en ce moment-là était une tentation de l'époque. Ouais. On était dans un cadre géopolitique à deux blocs, où on était dans une économie socialiste ou dans une économie capitaliste. Or, on sait, après l'indépendance, la voie suivie par la Guinée. Mais moi, je crois, je ne vais pas rentrer dans l'idéologie même en elle-même. Je crois que Dr Makanera est mieux placé pour. Mais ce que je dirais aussi, cela veut dire que cette emprise de l'État a empêché justement l'essor des capacités privées. Parce que c'est ça le problème. D'ailleurs, c'est ce qui est advenu. Hein, parce que après le choc pétrolier de 1973, qu'est-ce qui est apparu dans le pays? C'est qu'on allait changer fondamentalement de vie parce qu'on sortait de ce qu'on appelait les 30 glorieuses. Entre 1946 et 1976, où le monde a connu énormément de richesses au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il fallait aujourd'hui s'adapter en termes d'économie. Malheureusement, l'État guinéen en ce temps-là n'avait pas eu la vision nécessaire pour aller vers cela, justement. Donc, c'est ce qui explique qu'à la fin du premier régime, on avait des entreprises publiques. Et d'ailleurs, il y a même des turiféraires du premier régime
qui nous chantent toujours qu'il y avait des centaines et des centaines d'unités. D'unités industrielles. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'était des unités déficitaires. C'était des unités qui n'existaient que de nom parfois, et très déficitaires justement. Donc ça posait des problèmes. Il aurait fallu avoir des gens aujourd'hui qui faisaient évoluer l'économie, comme la Chine l'a connu. On a pensé que la Chine était dans une économie socialiste, mais sous Deng Xiaoping, on s'est rendu compte que c'était une économie hybride à la limite. Voilà, teintée de socialisme par certains égards, mais très ouvert justement, parce qu'il fallait comprendre les enjeux qui en Bien. découlent. Alors, Monsieur Chérif, vous qui pratiquez actuellement notamment ce secteur, vous êtes notamment président d'un groupe qui est un peu plus représentatif sur le plan national. Alors, en parlant du commerce sous l'ère sécurité, quel est votre regard d'analyse? Est-ce qu'il y a lieu de parler de commerce au temps de sécurité réellement? Parce que si c'est l'État qui importe, c'est l'État qui règle les fixes, on était tous obligés de nous habiller en percale, par exemple. Quelle est votre perception du commerce sous le régime de sécurité, vous aussi, en tant qu'homme d'affaires? Bon, ce que nous avons appris, parce que j'avoue que je ne retiens pas beaucoup de ce qui s'est passé au temps de Sékou Touré, sauf ce que M. Makandera vient de développer. Moi, je pense que c'était l'échec total. L'État elle-même ne peut pas s'occuper du commerce. Ça relève du domaine des commerçants dans le monde entier. Si l'État s'occupe du commerce, c'est l'échec. C'est ce qui a amené ce que Dr Makandera vient de développer. En tant que fonctionnaire de l'État, on vous attribue des usines, des entreprises de gauche à droite, vous êtes là, vous ne connaissez pas les notions, ce n'est pas vous qui êtes sur le terrain, vous allez échouer. C'est clair et net. Donc c'est ce qui a fait ces échecs. Les commerçants ont leur rôle, ils ont leur expérience. Les entreprises, même si c'est privé, ils produisent, ils vendent aux opérateurs économiques qui sont des grossistes, des demi-grossistes et des détaillants. Et si vous rentrez dans ce système et que vous ne connaissez pas, l'État ne peut pas faire le commerce. Ce qui a amené ces échecs. Alors, docteur, il y a cette question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire que la politique, la vision économique de la révolution peut-être n'était pas en adéquation avec le futur, mais à cette époque-là, avec l'actualité que nous connaissons aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que le fait de ne pas laisser le champ libre aux opérateurs n'était pas aussi une façon d'aider à la stabilité du pays, parce que si chacun avait la possibilité d'importer ce qu'il veut à cette époque-là, surtout que la Guinée n'était pas aussi un pays bien aimé par la France à l'époque, est-ce que ce n'était pas aussi justifié politiquement? Bon, d'abord, pratiquement, si vous regardez pendant la colonisation, la France n'a pas mis en place une administration de développement. L'objectif de la colonisation, c'était une administration de stabilité. De dépendance. De stabilité. C'est tout ce que les Français cherchaient, pas développer les colonies. Donc on a formé nos cadres dans l'esprit d'avoir, de faire asseoir une administration de stabilité. Donc ceux qui ont hérité le pouvoir français, je vais dire le groupe de Sékou, d'abord c'était des gens formés pour assurer la sécurité et la stabilité. La meilleure façon de le faire on les appelle la police économique. Oui, après, la meilleure façon de le faire à l'époque, c'est de pouvoir contrôler l'homme et surtout sa richesse. Et c'est pourquoi l'État s'est fait l'État-providence. C'est cet État qui fabrique même le pain. Il distribue le pain. Donc on laisse très peu de positionnement social sur le plan économique. Donc tout était l'État. Donc à l'époque, il fallait passer par ça, par notre choix. Parce qu'on a choisi le monde socialiste. Et la preuve, ce n'est pas seulement la Guinée. Le monde socialiste a échoué. J'ai aimé ce qu'il dit, c'est la Chine qui a un peu rapidement compris. La Chine a parlé de socialisme de marché. Nous allons faire le socialisme sur le plan politique, mais économique, on fait l'économie libérale. Donc ils ont fait quelque chose de mixte. Chez nous, nous avons fait et le politique et l'économique ensemble. Ça ne marchera jamais. Pour la simple raison, M. Abdallah vient de le dire, ça ne se discute pas. Depuis le début de l'humanité, lorsque l'homme a commencé de dire « je », c'est pour moi,
c'est différent pour l'homme, c'est pour nous. Ouais. Pour moi, je préfère protéger ça que ce qui appartient à nous. Et l'économique, c'est nous. Ouais. Et si vous prenez l'histoire, les hommes ont essayé de tout faire sur le plan politique. Ils ont pu créer un homme économique. L'homo economicus, on l'a créé. Ouais. Seulement incapable de créer l'homo démocraticus. Donc sur le plan politique, si on veut que ça marche dans les autres États, c'est comme ça. Là où ça marche, c'est qu'on a séparé l'économique du politique. Bien. L'État est incapable, dans tous les pays du monde, de se substituer au secteur privé et de donner le même résultat. C'est impossible. Bien. Alors, c'est ce qui nous a conduit quand même à la Deuxième République, à cette libéralisation du secteur du commerce. Mais aujourd'hui, avec la situation actuelle de l'économie guinéenne et du rôle que joue ce secteur aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la politique n'a pas été assez outrance de la part de Lansana Conté en procédant à que certains qualifient notamment d'une libéralisation du secteur de façon sauvage? Vous, en tant que docteur d'État en finances publiques. En réalité, Lansana a choisi l'option libérale sans avoir pris connaissance de ce qu'on appelle l'option libérale sur le plan économique. Il a été trompé parce que je ne dis pas le nom de certains, parce que j'étais sur ma thèse, j'ai rencontré les gens qui géraient à l'époque, j'ai compris qu'eux-mêmes avaient des problèmes. Pourquoi? Quand on est dans l'OMC, il y a les clauses de sauvegarde. Ça veut dire, c'est pas parce que on est ouvert à tous les pays du monde qu'on n'a pas le droit, l'article 25 à l'époque, de protéger ton industrie ou un secteur économique donné. La Guinée, Lansana est rentrée dedans sans aucune protection, alors que le droit international lui permettait d'utiliser la clause de sauvegarde. On ne l'a pas fait. Ça, c'est sur le plan interne. Sur le plan interne, pratiquement, on s'est limité beaucoup plus à dire aux commerçants, à prendre les législations, la constitution, code des activités économiques après qui a été remplacé par l'OADA, pour dire juste faites le commerce. Alors qu'il y a assez de préalables qui devaient être faits. Assez de préalables pour inciter le commerçant ou pour booster le secteur du commerce. Les préalables n'en finissent pas. Bien, on va revenir sur ces préalables. Alors, à vous également, M. Balaya, parce qu'il faut dire quand même que c'est un peu dans l'euphorie de la transition, parce que les militaires, il y a des décisions populistes parfois, qu'on prenne pour être un peu dans la légitimation du peuple. Alors, est-ce que la décision sur la question de la libéralisation du secteur, voilà, du temps de Sékou Touré, il n'en voulait pas créer des riches au détriment des pauvres, autant de Lansana Conté, ça cela presque on a assisté. Est-ce que ça a été une bonne chose pour le pays? Mais bon, c'est vrai qu'ils ont opéré, les militaires, ils ont opéré une rupture en arrivant au pouvoir en 1984. Mais finalement, on s'est retrouvé dans quoi? C'est-à-dire le libéralisme guinéen, c'était un mélange d'informel et de laisser-aller. Parce que c'est d'autant plus vrai que ce que le docteur a dit tout à l'heure, qu'il n'y avait pas de préalable justement, il n'y avait aucune étude qui poussait aujourd'hui de faire la transition justement, la transition économique justement. Parce que quand tu as vécu pendant près d'un quart de siècle, où l'État est omniprésent, pour assurer une rupture, il faut des études préalables justement. Cela n'a pas été fait. La conséquence, nous la vivons jusqu'à présent, parce qu'on est l'un des rares pays où on n'a pas de caisse de péréquation et de stabilisation de prix. C'est extraordinaire, hein? Tous les pays limitrophes l'ont, hein? Nous ne l'avons pas en Guinée. Parce que tout simplement, quand on a parlé de libéralisme, et d'ailleurs vous avez utilisé le mot sauvage déjà tout à l'heure, ce libéralisme-là, la conséquence est que chacun fait ce qu'il veut. La preuve, quand vous prenez 25 boutiques qui sont autour de vous, les gens ne vendent pas au même prix. Parce que tout simplement, on est toujours dans ce genre d'imaginaire et de comportement. On a les mêmes réflexes qui sont jusque-là présents et que le politique n'a pas su gérer. Sous prétexte que le politique veut la quiétude sociale, ou laissez-moi gérer en paix, à laisser les populations s'affirmer après avoir été fermées pendant près d'un quart de siècle. Alors, Monsieur le Président, sur la question de cette libéralisation, si on fait une sorte d'analyse simple en tant que citoyen, autant de Sékou Touré, c'est les citoyens qui gagnaient au détriment des commerçants, des opérateurs économiques, autant de Lansana Conté,
c'est plutôt un groupuscule de personnes qui détenaient les avoirs du pays au détriment du peuple. Est-ce que vous pouvez être d'accord en tant qu'homme d'affaires face à ceux qui disent que Lansana Conté a plutôt participé à la création des riches au détriment de la population générale en Guinée qui était pauvre? Est-ce que vous, en tant qu'homme d'affaires, parce que quand même c'est lui qui a fait aujourd'hui qu'on a eu ces grands opérateurs économiques qui aujourd'hui font la loi en termes notamment des prix d'importation? Vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes après le régime de Sékou Touré. C'est-à-dire ce rupture-là a créé beaucoup de problèmes. Les gens ne savaient même pas où se donner la tête, on avait toutes sortes de problèmes. Même le problème de prix que M. Balaya vient de soulever. Il y a une raison à ça. En tout cas, vous les opérateurs, les produits qu'on vend dans les différents... Vous ne pensez pas au différents... peuple de Guinée en général, c'est ce qu'on vous reproche. Vous pensez plutôt à vos avoirs, que de penser notamment à cette... Vous savez, il faut reconnaître, il y a certains opérateurs économiques qui ont cet esprit-là, mais ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Et si vous remarquez, vous allez voir certains problèmes même entre nous et certains opérateurs économiques dans ce cadre-là. Même le problème de prix, j'ai dit que M. Balaya vient de soulever, il y a une réalité qui se dit à ça. C'est-à-dire, les produits qui se trouvent dans de différentes boutiques et magasins n'est pas de la même provenance. C'est-à-dire, on peut dire que le prix peut être stable. S'il y avait des usines qui produisaient en République de Guinée et que ces usines-là fixent leur prix au départ et que ces prix-là, voilà, pour les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants-là, il y a la structure de prix qui est connue de tout le monde, il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais quand vous importez de l'Asie, de l'Europe, des pays africains un peu partout, le transport n'est pas le même, le prix n'est pas le même, et puis la devise n'est pas stable. Nous évoluons en franc guinéen, donc monnaie locale, tout ça là. Donc le prix ne peut pas être la même chose dans les magasins. Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce qui fait la différence des prix que vous voyez là. Mais le problème que nous avons aujourd'hui et que nous sommes en train de combattre actuellement avec difficulté, ce sont des problèmes de monopole. Il y a quelques C'est la grosse question, le monopole. Oui, c'est ce qui est en train de fatiguer l'ensemble des opérateurs économiques, d'ailleurs la majorité des commerçants dans le pays, mais aussi le peuple. S'il y a quelques poignées de personnes seulement qui détiennent le monopole et qui imposent et qui dictent le prix aux autres, qu'est-ce que vous voulez? Le monopole, pour nos téléspectateurs, c'est-à-dire que c'est 2 ou 3 personnes qui ont la capacité d'importer telle jus, telle chose uniquement, et chacun doit prendre avec force. Voilà, et ils imposent leur prix à tout le monde, la majorité, et le tournée, je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, j'ai suivi votre... Après notre retour en Guinée... On va bien parler notamment de la question de la régulation des prix dans cette émission. Voilà, vous comprenez, après mon retour de la Guinée, j'ai fait le tour, parce que j'ai parlé justement de diminution des prix. Certains militants de certains partis m'ont attaqué sérieusement sans comprendre ce que j'ai dit. Et je suis sorti, j'ai fait le tour. J'ai rencontré les opérateurs économiques sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe réellement pour que le prix soit diminué? On m'a parlé de monopole. Les commerçants ont revendiqué à ce que l'État mette fin au monopole. Ça, c'est... Deuxièmement, les taxes sur les denrées, surtout de première nécessité. Parce qu'il y a un monopole sur les matériaux de construction et sur les denrées alimentaires. Ça ne se doit pas. Il faut laisser la libre concurrence entre les opérateurs économiques. Nous avons un problème en Guinée. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un importe un conteneur de l'Asie ou de l'Europe ou n'importe quel coin du monde? Il amène ce conteneur. Il dédouane ce conteneur avec tous les frais de transport, manutention, embarquement, débarquement. Il amène au magasin là où il achète. Il paye aussi la location, il paye les travailleurs, il paye les impôts. Et la marchandise qu'il amène, il sort la marchandise là, il se trouve que lui, il peut vendre moins cher par rapport à celui-là qui a une soi-disant ou une usine à Conakry ou en Guinée, quelque part. Vous comprenez? Lui, il a non seulement la qualité des produits qui est meilleure que celui-là qui produit ici, mais il arrive aussi à vendre moins cher. Comment vous pouvez comprendre cela? Le monopole est extrêmement dangereux dans un pays. Quand on fait des monopoles, on détruit, comment dirais-je, la chaîne. On va parler notamment de comment est-ce qu'il faut lutter contre ce monopole. Alors, il y a cette question, toujours on reste sur cette libéralisation du secteur.
Alors, qu'est-ce qui, quels sont les points dans lesquels la Guinée a péché et qui a fait qu'aujourd'hui, le secteur du commerce n'arrive pas à être véritablement un secteur qui peut être au service même du développement, parce que c'est plutôt les particuliers qui s'enrichissent au détriment même de la nation. Quand je parlais des préalables, il en a parlé, je suis très content, mon frère a dit la même chose. Les préalables, d'abord, il fallait faire une étude réelle pour savoir est-ce qu'on a besoin de monopole étatique ou monopole privé. Ça, c'est premièrement. Et quel secteur faudrait-il avoir de monopole? Est-ce que c'est les denrées alimentaires ou c'est les matériaux de construction? L'étude a devait exister. Ensuite, il faudrait mettre en place un système qui permet de séparer un agent public à un commerçant. Sous compté, c'était des agents publics qui sont commerçants. Si vous entendez monopole, c'est que quiconque a le monopole de droit ou de fait, c'est que ce dernier vit sous l'ombre du pouvoir politique. C'est ce qu'on a compris en Guinée. C'est ce qu'il faut casser. Donc il fallait mettre en place... Ce sont les commerçants au service de l'État, mais qui se déguisent en opérateurs. Exactement. Ouais. Ce sont ces cas, quand j'ai dit études préalables, il fallait se prémunir contre tout ça. En Guinée, pourquoi il y a concurrence déloyale? Moi, je suis tout de suite ministre. Il y a un marché dans mon ministère. Ma femme crée une entreprise. Je crée une entreprise au nom de ma femme ou de ma fille. Je donne le marché à ma fille ou à ma femme. C'est comme ça que ça tourne. Alors que mon frère, lui, il a une entreprise. Il paye les salaires, il paye le loyer. Il a tout. Et au lieu que lui ne gagne le marché, lui qui peut correctement faire, créer une structure, moi j'utilise des sociétés créées pour la circonstance, j'attribue le marché à cette société, et puis je retourne, je prends l'argent de l'État, je mets dans ma poche, et c'est fini le développement. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous prenez, même on dit acheter, on a vu en Guinée, l'État achète. Mais pourquoi ne pas ouvrir la concurrence? Parce que si on dit le libéralisme, la caractéristique principale du libéralisme, c'est la concurrence. La concurrence. Ouais. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de libéralisme. Absolument pas. Nous, en Guinée, si je prends Sotelgui, c'est un exemple. Oui, allez-y. Moi, j'ai payé une puce en Guinée à 1 million de francs guinéens, alors que mon salaire est de 266 000. Ouais. Parce qu'il y a un monopole. Ouais. Et à l'arrivée de Ariba, on a acheté... Quand on m'a dit 200 000, j'étais même dépassé, j'ai payé 4 puces. Ouais. Aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Il faut la concurrence pour jouer sur notamment même le prix et même l'accès aux produits. Si le frère, ce qu'il a dit, revenons, il y a des entreprises. Je prends un cas. Là, je profite aujourd'hui de dire. Bien, rapidement, en une minute. Je me suis battu ici pour exporter du bois pour le Maroc. Je sais qu'est-ce qu'on a fait pour avoir ça. Je ne rentre pas dans les détails. Plus de 15 ans d'économie. J'ai pu avoir un conteneur de bois, j'ai exporté au Maroc. Ah, j'ai dit Dieu merci. Deuxième conteneur, on me dit maintenant il faut passer par un étranger que lui seul il exporte. J'envoie le conteneur au port, l'étranger me fixe un prix, je ne dis pas son nom, ce que je dois lui verser, au lieu de verser au trésor, ce que je dois lui le verser pour qu'il m'autorise à ce que ça sorte. Et c'est ça, fait au port ça malheureusement le monopole. Mais finalement, quand j'ai calculé ce que je dois lui verser, j'ai calculé ce que je gagnerai au Maroc, j'ai trouvé c'est inutile. J'ai préféré perdre mes bois au port de Conakry. Malheureusement. Malheureusement. Ouais. Et moi, je ne fais plus de commerce, c'est terminé. J'ai encore pris la crème. Et comme vous l'avez compris, à l'image du docteur Makanyara, beaucoup d'autres Guinéens également sont découragés par ces pratiques dues au monopole du marché. Nous allons marquer une courte pause dans cette émission. Avant de revenir pour la deuxième partie, avec désormais le commerce sous le régime d'Alpha Condé qui a brillé dans assez de problèmes. On marque la pause et on revient juste après ça. Africa. Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation.
Développement local. Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. De retour dans cette émission pour la deuxième partie de ce numéro, l'émission Diagnostic consacrée aujourd'hui essentiellement sur le secteur du commerce en Guinée. Alors on poursuit cette émission, Serge Invité, sur également le commerce sous le régime d'Alpha Condé, la Troisième République. Alors, Monsieur le Président, il faut dire quand même que voilà, ça a été une période assez mouvementée pour les commerçants et les opérateurs économiques en Guinée. D'abord, il y a quelle différence? Parce qu'il y a cette question, il y a quelle différence entre commerçants, opérateurs économiques? Parce que voilà, ça suscite parfois le débat. Tout le monde s'appelle commerçant et d'autres aussi se réclament être opérateurs économiques. Voilà, vous qui êtes président notamment d'une grande entité qui gère les hommes d'affaires du pays, il y a quelle différence entre les deux? Bon, nous, on n'est pas en train de faire de différence, parce que les opérateurs économiques, ce sont des commerçants. Ah oui. Au fait, en Guinée, c'est là où on fait des erreurs. Justement. On pense qu'un industriel, il se dit industriel seulement, opérateur économique, industriel ou un homme d'affaires. Quand il produit, c'est pour vendre. Et quand il vend, tu t'appelles commerçant. Bah. En fait, tout le monde est commerçant, c'est ça la vérité. Pour nous, il n'y a pas de différence. Alors, vous avez essuyé dur, vous en tant qu'homme d'affaires, au temps du régime d'Alpha Condé, avant d'aller au fond des débats. Aujourd'hui, à vous regarder presque dans un miroir qui pourrait vous retracer le temps ou le vécu des commerçants sous le temps d'Alpha Condé, par quoi vous pouvez le résumer en tant que président du groupe organisé des hommes d'affaires? Bon, vous savez, le régime de M. Alpha Condé a été une catastrophe pour les opérateurs économiques. C'est le président. Alpha, quand même, vous a aidé à cette chose. Il ne faut pas aussi tout peindre en noir. Quoi, par exemple? Bon, il y a quand même la diminution des taxes au niveau du port autonome de Conakry. Pour les commerçants, par exemple, c'était un acquis. Je vais vous dire quelque chose. Les conteneurs qu'on dédouanait à son arrivée, entre 60 à 80 000 francs guinéens, est monté jusqu'à 300-400 millions de francs guinéens. Donc si c'est ça que vous appelez diminution, ça a été une catastrophe pour nous. Vous comprenez? Et la plupart des opérateurs économiques de ces pays sont tombés en faillite après l'arrivée du régime de Alpha Condé. Qu'est-ce qui a fait ça? Ils ont non seulement les taxes, le favoritisme, des choses qu'on ne peut pas dire même devant les scènes de télévision. Et aussi, en augmentant les taxes, le harcèlement des opérateurs économiques, l'insécurité, a freiné nettement l'arrivée des pays voisins qui venaient régulièrement acheter des marchandises à Conakry sous le régime de Lansana Conté. Et il y avait des devises qui venaient en gogo. Vous comprenez? Parce que je me souviens, il y avait des Cap-Verdiens qui venaient avec les femmes, avec des centaines de milliers de dollars. Et il y avait beaucoup de femmes qui venaient du Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Libéria, le Mali, et même certaines parties de la Côte d'Ivoire et du Sénégal étaient en train maintenant de venir en Guinée pour acheter des marchandises et envoyer dans leur pays. Pourquoi cela a changé? Il y avait un mouvement. Les gens étaient à l'aise, ça faisait travailler des Guinéens. Après l'arrivée de Alpha, au lieu de continuer dans ces lancers-là, parce que quand même les devises venaient, les gens là ne viennent pas avec le franc guinéen pour acheter des marchandises ici. Tous ces pays-là venaient avec le dollar pour acheter des marchandises ici. Donc, s'il y avait beaucoup de devises, je pense qu'on aura moins de problèmes en devises. Alors, l'arrivée de Alpha a changé tout ça. Pour nous, ça a été une catastrophe. Même si vous aussi, vous n'êtes pas sans reproche, on va revenir sur cet aspect-là. Alors, docteur, aujourd'hui, parce que tant sur le plan démocratique que sur le plan économique, on espérait quand même que, voilà, en 2010, quand on a œuvré pour la tenue d'une élection libre et transparente en Guinée avec l'élection d'un président qui se veut démocrate, le président Alpha Condé, qui est d'ailleurs professeur de droit, alors on estimait quand même qu'on pouvait assister à une sorte de régulation du secteur du commerce en termes notamment de respect des principes de fonctionnement.
Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Selon vous, par où le bas a été, ça a pêché autant de régime d'Alpha Condé qui a fait qu'aujourd'hui, le secteur quand même qui portait l'économie nationale était presque en désuétude en ce qui concerne notamment le commerce? Bon, en fait, il faut voir d'abord ce qu'il faut louer chez Lansana. Il nous a doté, avant la fin de son régime, d'un cadre juridique qui favorisait le commerce, d'un cadre institutionnel qui pouvait aussi favoriser le commerce. À l'arrivée d'Alpha, c'est ce cadre juridique institutionnel qu'il devrait appliquer. Mais malheureusement, moi je suis financier juriste, ce que je reproche du régime d'Alpha, c'est de ne jamais accepter la loi. C'est un professeur de droit qui est contre le droit. Même sur le plan économique? Sur tous les plans. Ouais. Sur tous les plans. La preuve, sous le commerce sous Conté, on dirait il y a eu des monopoles. Ah oui. On le dira. Souvent, il s'est soucié, il faisait des monopoles de droit. Mais sous le régime d'Alpha, on a vu des monopoles de fait et des monopoles de droit. En fait, on a fait de la chose publique un bien, un patrimoine de celui qui commande. On donne à qui on veut, on retire à qui on veut. Donc, ce problème a pointillé vraiment la gestion sur le plan du commerce du régime d'Alpha. Et l'élément le plus important, quand on veut gérer l'économie, un État, il faut absolument qu'il y ait accord avec le secteur privé économique. Ouais. Mais malheureusement, ma première déception, c'est quand je me suis rendu compte, au lieu que le régime défunt n'essaye de trouver des solutions pour booster les acquis qui existaient, la petite taille du commerce qui était là, s'est mis systématiquement à détruire. En réalité, c'est ce que j'ai constaté. Raison pour laquelle le politique et l'économique en Guinée, pendant Alpha, il n'y a jamais eu entente. Ouais. Donc ça nous a amené dans beaucoup de choses, jusqu'à politiser le secteur, s'attaquer aux commerçants, détruire leurs biens. On parlera pas de d'enquête, c'est des exemples. Je dis, qu'est-ce qui a mené ça? C'est parce qu'on a refusé d'appliquer la loi. Bien. Donc, et deuxième, toutes les institutions qui étaient mises en place pour aider le commerce, ces institutions ont été politisées. Malheureusement. Alors, donc il y en avait, ouais, s'ils prenaient bon, ainsi on va de demander également l'avis d'un acteur de la société civile et ceux qui ont bataillé dur ici pour la diminution des prix parce que c'était presque le sport favori sous le régime d'Alpha Condé. Donc le plus souvent on indexait les commerçants comme étant les gens qui brillaient dans cette pratique-là pour essayer de faire mal au régime d'Alpha Condé. À vous demander, est-ce que le fait qu'Alpha ait été un président politique, et donc finalement il a même renvoyé le secteur économique à la politique qui a fait que le courant n'est jamais passé entre le secteur et le pouvoir en place. Vous savez, en arrivant au pouvoir, Alpha Condé a fabriqué ses propres commerçants. Et cette proximité... En tout cas, il y a quand même... Il y a des commercents qui ont financé, donc il y avait une sorte d'obligation de ristourne. C'est le cas de beaucoup d'autres, dont on ne peut pas dire leur nom ici, mais ils vont forcément se reconnaître. Ceux qui sont contre Alpha Condé donnent de l'argent, ça c'est politique, ça c'est dans tous les pays du monde. Peut-être qu'il donnera à celui qu'il préfère 500 millions, il donnera à Alpha Condé au minimum 100 millions. Ça c'est connu, hein? Tous les hommes d'affaires participent au jeu politique, d'une manière ou d'une autre, avec l'opposant et celui qui est au pouvoir. Ça c'est connu. Mais vous savez, Alpha Condé a fabriqué ses propres commerçants. Et cette proximité découlait justement de sa vision politique. Parce que le problème c'est qu'il faut qu'on creuse l'abcès. C'est-à-dire, il voulait déjà casser cette confrontation entre le parti au pouvoir RPG et l'UFDG. Parce qu'on considère que les gros commerçants qui ont prospéré, surtout sous la Deuxième République, étaient proches de l'UFDG que du RPG. On les considère comme étant des militants.
C'est-à-dire, bon, ça c'est le raccourci qu'on fait. C'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Mais on a considéré, parce qu'on a fait ce raccourci, hein, on a considéré que ces gens-là étaient proches de l'opposition ou de l'opposant. Hein, de l'opposant qu'il fallait tout à fait abattre, justement. Donc nous avons laissé ce système-là courir parce que nous n'avons pas réagi, justement. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est vrai qu'avec le président Chérif Abdallah, on a travaillé ensemble pour la diminution du prix du carburant en 2018 Je le sais. au sein des forces sociales. Mais on sait aujourd'hui ce que nous avions eu comme résultat et la pression que nous avions à l'interne, justement. C'était extrêmement difficile de s'en extirper. Maintenant, le problème, en tuant cette forme, ces commerçants et en fabriquant une nouvelle oligarchie, voilà le résultat où cela nous a mené. Parce qu'à un certain moment, les commerçants, ils ont pris le reste de leur argent, ils l'ont investi dans la sous-région. Justement. En Sierra Leone, au Sénégal, etc. Parce qu'ils se disent, écoutez, je ne vais pas perdre toutes mes billes, il faut que j'aille les investir. Donc, résultat des courses, ceux qu'on a promus pour être les commerçants de Alpha Condé n'ont jamais réussi à satisfaire la demande intérieure. Justement. Donc, on est allé de crise en crise. Et cela favorisait maintenant le coup d'État. Bon, alors, l'expression de l'étiquette d'opérateur économique politique, on ne peut pas le trouver mieux que le président de Goa parce que voilà, sa position a interrogé beaucoup plus dans Guinée. Un opérateur économique, président d'un groupe organisé des hommes d'affaires, va jusqu'à militer un front populaire contre un régime politique qui est le FNDC. À cette époque-là, Monsieur le Président, personnellement, je n'ai pas compris votre démarche. Alors, est-ce que vous pouvez être d'accord avec ceux qui peuvent dire que vous étiez l'un de ces opérateurs économiques politiques, mais déguisés sous le statut notamment du commerçant peut-être, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous militez au sein du FNDC? Bon, dans le FNDC, il y a la société civile, il y a le secteur privé, vous n'êtes pas de la société civile. Il y a le secteur privé. Vous n'êtes pas de la société civile. Je suis du secteur privé, moi. Bon, mais, je suis de la société civile. Mais non, le secteur privé n'est pas forcément civil. De toute façon, je suis du secteur privé. Vous comprenez? Il y a le secteur privé dans le FNDC et il y a la société civile, il y a les partis politiques. Est-ce que vous pouvez imaginer, nous sommes des citoyens comme les autres. Le tripatouage de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est du combat des politiques. Non. Ce n'est pas le combat de l'opérateur économique, monsieur. Non. L'opérateur économique est citoyen. Ce que je ne comprends pas, on accepte que des opérateurs économiques financent le troisième mandat, fait la promotion du troisième mandat, fait la déclaration pour soutenir le troisième mandat, tel que le cas de patronat et la Chambre de commerce. Tout le monde a vu ça, ici en Guinée. Le gars s'est opposé à ça et nous avons prononcé des déclarations et nous avons fait des marches. Nous sommes du FNDC. On dit non, le gars est politique, les autres là ne sont pas politiques. La Chambre de commerce a fait la campagne. Les patronats ont fait des campagnes. Ils ont fait la promotion du troisième mandat. Ils ont donné de l'argent. Ils ont donné de l'argent. Et ils bénéficient de marcher de gré à gré avec l'État. Nous qui sommes opposés à ça, on nous qualifie de politiques. Si c'est ça la politique, on va continuer cette politique. Parce que ce n'est pas interdit. En Guinée, on pense que seulement il faut être un sommaire chronique pour faire de la politique. C'est ce qui fait que ce pays ne trouve pas la solution. Voilà un professeur qui enseigne, qui est connu dans les universités. Lui, il est professeur, il est docteur, il est connu dans les universités. Les étudiants le connaissent. Mais le professeur qui vient de quitter au pouvoir, là, il a enseigné qui? Ces étudiants sont en France, voilà. Alpha Condé. Ces étudiants sont en France, voilà. Voilà. Puisqu'on n'est pas en France, on ne peut pas connaître ces étudiants. D'accord. Alors, et sur la question du prix, est-ce que vous comprenez le fait que les gens estiment que vous avez eu à faire des prix contre Alpha Condé en tant qu'opérateur économique pour faire du mal? Je viens de vous expliquer. Tous ceux qui fixent le prix sont autour de Alpha. Ce sont eux qui détiennent le monopole. Vous comprenez? Ce sont eux qui détiennent le monopole. Ils importent, ils sont là, ils fixent leur prix comme ils veulent.
Les grossistes, les derniers grossistes et les détaillants sont obligés d'acheter avec eux, c'est Sontec et l'entourage de Alpha. Et les autres commerçants n'ont pas de choix. Ils achètent avec eux, avec leurs prix imposés, comme ils veulent, parce qu'ils ont le monopole. Vous comprenez? La libre concurrence n'est pas là. Et ce sont ces entourages-là qui ont rendu toutes ces difficultés. Parce que s'ils laissaient la libre concurrence entre les opérateurs économiques sur le terrain, je te dis, si moi je vends, par exemple, un sac de riz à 300 000, l'autre vend à 285 000, qui va aller chez moi et laisser l'autre? Et plus grave, il y a même des Chinois aujourd'hui qui sont devenus des importateurs en Guinée et qui résident même en Guinée ici, qui sont partout dans nos marchés. Ça, c'est un autre problème qui est extrêmement grave. Qui est extrêmement grave. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui guinéens qui partaient acheter des produits en Chine. On les empêche de partir en Chine acheter. Ce sont ces Chinois-là qui sont au marché. Ils sont en train de vendre au marché guinéen, comme les Guinéens et des Indiens. Moi, je ne suis pas contre un étranger, vous comprenez. Mais les Guinéens n'ont pas ces mêmes droits là-bas. Où sont le ministre du Commerce? Où sont le ministère du Commerce? Où est l'État guinéen? Qu'est-ce que l'État guinéen fout pour ça? C'est un problème extrêmement grave. Tous les jours, les commerçants viennent se plaindre chez moi. Je leur ai dit d'écrire leurs problèmes. Quand ils écrivent, je vais transmettre le dossier aux autorités. Maintenant, s'il n'y a pas de réaction, nous, on va réagir. Des Chinois qui vous comprenez? Nous importent les mêmes produits venus de la Chine en Guinée et venus les vendre dans notre pays. Justement, maintenant, on empêche les Guinéens parce que les Guinéens ne peuvent pas aller ouvrir des boutiques là-bas. Même chose qu'on n'a pas les mêmes avantages. Pourquoi? Il faut qu'il y ait la réciprocité où on met fin à ça. Alors, docteur, vous qui êtes également spécialiste sur des questions de finances publiques, il y a quand même une autre réalité qu'il faut aussi dépeindre, parce que c'est ça aussi l'émission diagnostique, c'est que en Guinée, parlant du commerce, c'est que les détenteurs, c'est pas de monopole, varient d'un régime à un autre. Au temps de Sékou Touré, c'était les Malinqués qui détenaient le monopole du commerce, c'était les grands opérateurs. Au temps de Lansana Conté, c'est les Peuls qui détiennent l'économie. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce triste constat que le secteur du commerce rime avec également l'ethnisation et même ces débats régionalistes? Malheureusement, on touche au vrai problème. Mais si je commence d'abord pour la politique de prix, j'insiste dessus, on fait du tort aux commerçants. Docteur, mais quand même, c'est que je commence par ça. Je pensais à nous, citoyens. Non, on fait du tort aux commerçants. Moi, mon papa était commerçant. Bien. Je me transformerai en commerçant, mais on fait du tort. Vous ne pouvez pas fixer le prix d'une marchandise que quelqu'un a acheté pour lui. Il faut savoir à combien elle a acheté, quelles sont les dépenses qui sont entrées dedans, quel est le prix de revient. Vous discutez du bénéfice. C'est que l'État ne s'est pas intéressé à traiter les commerçants sur les pieds d'égalité. Par exemple, ce que le frère a dit, moi j'achète en France, c'est plus cher. L'autre achète à côté, c'est moins cher. Quand on les ramène, pour qu'il y ait le même prix, mais il faut subventionner celui qui a acheté plus cher. C'est ça le travail de l'État. Pour que le plus qu'il a payé, vous lui payez ça, ça lui permet de vendre au même prix que le premier. Ça, c'est d'abord le monopole. Moi, je suis contre, je ne veux même pas qu'on en parle. Bien. Deuxième, c'est la situation du commerce des étrangers. Il a dit une chose, il a même son doctorat en droit, la réciprocité. Vous ne pouvez pas accepter, dans les relations entre États internationaux, même les conventions ont dit sous réserve de réciprocité. Tu fais chez moi parce que chez toi, je le fais là-bas. Mais l'administration ne va pas dormir pour ça. Pour aider le commerce guinéen, quiconque, tout pays qui ne permet pas aux commerçants guinéens de travailler dans ce pays, il ne faut pas que la Guinée accepte. Il ne faut pas que la Guinée accepte ses citoyens aussi de faire la même chose. Les Chinois c'est la mesure de réciprocité. Quand je reviens vous dire de boutiques. Clause de sauvegarde. J'ai commencé par ça. C'est les détails que je voulais dire. Il faudrait qu'on dise nous sommes pour le commerce international, mais tel secteur, c'est fait par les nationaux. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Malheureusement, je vous donne un cas marquant. Vous allez voir ici des entreprises étrangères qui sont installées, même l'eau
c'est eux qui fabriquent pour eux-mêmes. Mais comment on peut booster la production intérieure? On ne peut pas. C'est les étrangers qui produisent plus. Donc tout ça, ça part pour tuer vraiment, pour décourager nos commerçants. Bien. Et tuer même l'activité économique des Guinéens. Bien. Parce que, comme il a dit, à un moment donné, parce que la Guinée, il y a 2 temps, sous ce coup, nos commerçants sont partis ailleurs. Quand il est mort, parce qu'on oublie cela, les premiers à venir, c'est ceux qui sont venus nous aider. Il ne faut pas oublier ça. Ensuite, la Guinée, c'est difficile de parler des choses. Quand vous regardez seulement l'observation plus banale, on dira le commerce est ethnique. Mais regardez le phénomène, il ne faut pas oublier ça. Ceux qui sont partis ont investi ailleurs. Quand il y a eu la place à Guinée, ils sont venus. Mais c'était l'ethnie qui avait fait ça qui est venu avec son argent. Et c'est le plus nombreux. Non, donc on ne peut pas dire ça. Il n'y a pas une volonté délibérée de Lansana Conté d'aider une ethnie au détriment d'une autre ethnie. Mais vous voulez que Lansana travaille avec qui? J'en parle c'est un exemple. C'est la lecture de beaucoup Parce que de je dis, les gens, Ouais. ils n'ont qu'à faire très attention. Notre histoire. Quand c'est quoi bloqué, certains ressortissants guinéens sont partis. Parce qu'il n'y avait rien après. Quand on a dit libéralisme, demandez les... Ils sont les premiers à venir. Avec des moyens. Avec des moyens. Avec des moyens. On n'avait rien. Ils sont venus avec les moyens. Tu vas lui dire parce que c'est la même ethnie, je ne te reçois pas. Pas du tout. Donc il faut bien réfléchir. Mais par contre, je sais que Lansana aurait essayé quand même de corriger. C'est ce qu'on n'a pas pu corriger. C'est pourquoi j'ai dit Lansana a fait un livret sauvage. Mais c'était de maintenir et créer d'autres pôles pour élargir la concurrence. Mais il appartenait à Alpha Condé. Quand même, Lansana a beaucoup fait. Il n'y avait rien. Il a mis en place une structure institutionnelle, un cadre juridique. Et il a mis des sociétés privées, des chambres de commerce, et tout, c'est beaucoup. Hein. Il a beaucoup fait. La maison était déjà construite. Il fallait l'habiter. Bien. Alors, parlant d'Alpha Condé, pour finir avec vous sur ce point, c'est qu'on a constaté également sous le régime d'Alpha Condé, les 10 années, il y a eu quand même l'implantation de beaucoup d'usines en Guinée, de fabrication de farine et autres, mais sauf qu'il n'y a jamais eu d'impact direct de la présence de ces usines de production. Je prends l'exemple notamment du pain, malgré qu'on ait des usines de fabrication de farine, mais jamais le prix du pain n'a pu, pu enregistrer une baisse exponentielle. Qu'est-ce qui explique cela aussi, docteur? Quand on regarde l'histoire de la Guinée administration, vous allez voir chaque usine verse quelque chose à l'État. Quand je dis l'État aux fonctionnaires ou aux agents d'autorité, les commerçants, ils le savent. C'est le cas des ce qu'on devrait diminuer dans le prix pour le petit consommateur, c'est cet argent qu'on reverse. Mais les plus riches en Guinée, c'est les fonctionnaires. Hein? Mais on est où? Malheureusement, parce que je me rappelle la première enquête que moi j'ai eue sous ma main, déjà en 2005, en Guinée, il y avait des fonctionnaires qui avaient 50 villes à Conakry. Et le salaire le plus élevé était 450 000. C'est des hommes d'affaires déguisés. Bien. Donc je reviens toujours la question. On connaît une usine de fabrique de ciment, de tôle, des usines de peinture, de tant d'autres, mais on ne ressent pas. Je vous donne un exemple pour ça. Ouais. Sous Conté, moi j'ai eu, sur rentrant en relation avec un monsieur, on a importé du ciment de la Russie. Le ciment de Guinée vendait à 120 000 la tonne. Notre importation, on a demandé 80 000. C'est la police qui a débarqué pour fermer la boutique, nous obliger à vendre à 120 000. Malheureusement. C'est clair. Donc il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Je vais vous dire ce qui se passe. Vous êtes contre ce qu'on baisse le prix. Je vais vous dire ce qui se passe. Allez-y, monsieur le président. J'ai commencé par ça. En une minute. On ne peut pas comprendre
qu'il y a des usines ici, que moi je qualifie de simples sociétés d'emballage. Non, mais vous êtes trop sévère avec ça. Non, c'est pas des usines. Comment il vient de donner l'exemple. Comment vous pouvez importer des matériaux de construction ou des produits de consommation? Vous faites payez tout le transport, embarquement, débarquement, tout ce que vous connaissez comme frais, et la douane, vous dédouanez. Vous amenez dans votre magasin, vous payez tous les frais. Et vous arrivez à vendre moins cher et vous avez la meilleure qualité que celui-là qui a une soi-disant usine ici. Et vous pouvez vendre moins cher. Et je vais vous dire, quand vous commencez à parler, les plus grands corrupteurs de fonctionnaires de l'État, de fonctionnaires à businessmen déguisés, quand un ministre est nommé, ils vont commencer par sa femme, sa secrétaire, son planton, le garde du corps, la grand-mère du ministre. Tout le monde est corrompu. Le ministre regarde à gauche, on dit que l'homme d'affaires là est gentil. Il regarde à droite, il est bien. Il regarde en haut, il est excellent. Il regarde comme ça, c'est le super. Même le ministre finalement, il reçoit lui aussi une enveloppe, il oublie tout. Si tu dis la vérité là-bas, tu n'es pas reçu. Il y a des ministres ici, quand ils me voient dans leur bureau, ils me reçoivent peut-être malgré eux. Vous comprenez? Malgré eux, parce qu'ils savent notre position par rapport à tel ou tel. Bien. Ce n'est pas une petite poignée de personnes, de grands corrupteurs qui va nous intimider alors que la majorité des milliers, voire des millions des opérateurs économiques à l'intérieur comme à l'extérieur du pays sont avec nous et sont dans notre organisation. Bien. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et c'est sur ces mots du président du groupe organisé des hommes d'affaires que nous allons marquer la deuxième pause dans cette émission. On revient pour la troisième partie de l'émission Diagnostic consacrée aujourd'hui sur le secteur du commerce. À tout à l'heure. Africa. Star 21 TV. Toutes les informations partout où vous êtes. Information. Éducation. Développement local. Culture. Sport. Divertissement. Star 21 TV. De retour dans cette émission pour la troisième et dernière partie de l'émission Diagnostic consacrée essentiellement aujourd'hui sur le secteur du commerce en Guinée. Alors, à présent, je m'intéresse à vous, Monsieur le Président du GOA. Alors, il faut dire quand même que, parlant toujours du régime d'Alpha Condé, les commerçants et opérateurs économiques ont payé également les frais lourds des manifestations en Guinée, manifestations politiques ou pas. En tout cas, il y a eu assez de pillages, d'actes de vandalisme, boutiques et magasins brûlés partout à Conakry. Et vous vous étiez érigé en défenseur de ces commerçants-là. Aujourd'hui, quelle est la situation que prévaut vis-à-vis de ces victimes-là de pillages? Oui, malheureusement, c'est arrivé sous le régime de Alpha Condé. Nous étions même la présence du GOA en République de Guinée. On allait détruire, je vais dire, 80 à 90%, pour ne pas dire 100%, tout était fait quand même les biens des opérateurs économiques. Ouais. Ça, c'est sûr. Les premières attaques ont commencé fin 2012. Il y avait quelques 24 opérateurs économiques qui étaient attaqués. Nous avons fait une déclaration, nous avons alerté. Et en 2013, ils ont attaqué sérieusement les biens des opérateurs, là où nous avons arrêté 300 et quelques. Ils ont commencé les va-et-vient avec l'ancien gouverneur qui était là, Resco, et faire des déclarations contre déclarations. J'ai invité la presse un dimanche à notre siège au Goa. J'ai demandé à tous les opérateurs économiques de la Guinée, tous les commerçants, de fermer boutiques et magasins jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que la situation soit nettement claire. Et les commerçants, dans son ensemble, ont accepté. Donc, ça a gâté un peu le programme que les gens voulaient. Vous connaissez la suite, ce qui s'est passé. Il y a eu des tiraillements. D'ailleurs, les problèmes entre nous et, et Alpha a commencé sérieusement là, lorsque nous avons pris la défense sérieuse des opérateurs économiques. Ça nous a valu beaucoup de problèmes. Moi, on m'a bloqué tous
tous les dossiers que j'avais, tout. On m'a fait perdre beaucoup de projets. J'ai voyagé en Europe, j'ai voyagé en Moyen-Orient, j'ai fait venir ici de très très grands projets. Et lui-même, il était devenu un concurrent. Il a fait partie de certains de ses proches pour essayer de me contrecarrer. Je vous dis que la ségrégation était tellement forte. Nous était la conviction que nous avons. On ne pouvait pas rester là aujourd'hui, même devant une scène de télévision en train de parler. Malheureusement. Mais Dieu est grand. Nous avons résisté à tout ça, on nous a bloqués partout, partout. On ne pouvait pas faire, on était étouffés. Aujourd'hui, quelle est la situation de ces victimes-là? La situation de ces victimes-là, justement, l'ancien régime avait promis de dédommager ces victimes. Oui, la question du dédommagement. Vous avez promis de dédommager ces victimes, ils n'ont jamais respecté parce qu'ils ont continué quand même à piller. Lorsque le CNRD a pris le pouvoir, la première rencontre que nous avons eue avec colonel Doumbouya et son équipe au palais, après ça, j'ai fait un écrit. Justement, j'ai souligné ça pour le dédommagement des opérateurs économiques victimes de destruction de leurs biens. D'où l'importance d'ailleurs, la présence de notre organisation au CNT. Parce que tous les opérateurs économiques victimes... Vous êtes dans la course pour le CNT. Victimes, non. On n'insiste rien. On a envoyé un représentant, un simple représentant, ce n'est pas le président d'Igoa. Moi, personnellement, je ne suis pas dedans. J'ai envoyé un cadre d'Igoa, un opérateur économique bien averti, un directeur d'une entreprise bien installée en République de Guinée. Un cadre qui peut défendre les opérateurs économiques qui représentent le Goa au niveau du CNT. Bien. Si on le prend, alhamdulillah. Si on ne le prend pas, ça ne va pas empêcher aussi le Goa de continuer ses activités. Bien. Et fort même. Bien. Alors, Monsieur Baraya, sur la question de ces pillages auxquels les commerçants et opérateurs ont été victimes sous l'ère d'Alpha Condé, parce que c'est vrai que tout est fait sur une sorte de visée politique, parce qu'on estimait que c'était eux qui étaient des bailleurs de fonds de certaines formations politiques. C'était juste des raccourcis. De toute façon, je crois que le président de Goa est là. Moi-même, le Forum civil guinéen s'était rapproché du Goa quand vous aviez commencé à répertorier et recenser les commerçants qui étaient victimes là. Je crois que c'est parti jusqu'à plus de 300 milliards, si j'ai bonne souvenance justement. C'est-à-dire, il y a eu une forte présence du politique sous le régime de Alpha Condé. Et Alpha a fonctionné sur des éléments de violence. Parce que tout était fait pour que les militants s'en prennent aux commerçants. Parce que tout simplement, c'est ce raccourci-là, vous faites bien de parler ainsi, ça permet la compréhension justement. Il y a eu des raccourcis qui ont été faits pendant tout le régime de Alpha Condé et ça s'est répercuté sur les commerçants. Parce que c'est la couche la plus facilement attaquable et la plus vulnérable. Et la plus exposée. Justement, voilà, parce que c'est une classe qui n'est pas en sécurité justement. Or, nous avons beaucoup plus intérêt, on l'a dit tout à l'heure, à fabriquer des champions nationaux. On est le seul pays où on ne peut pas revendiquer. Les seuls richards, c'est ceux qui ont détourné de l'argent. C'est un fonctionnaire qui a détourné de l'argent. Ou des opérateurs économiques qui ont bénéficié de marchés de gré à gré, donc de détournements qui ne disent pas seulement. Justement, ça rentre toujours dans le même cadre. Or, nous devions avoir au moins une vingtaine de champions nationaux. Ouais. Des gens qui sont riches et qui se sont faits des self-made men, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, voilà, je suis parti de zéro, j'ai réussi cela. Et le seul Guinéen riche qui a réussi, c'est celui qui a été nommé à un poste où il y a un budget de 50 millions de dollars. Il prend les 47 millions. C'est dommage. Il fait, tous les week-ends, il est dans ces chantiers, différents chantiers de Conakry et environ, et qu'il fait des voyages médicaux en France, aux États-Unis ou au Moyen-Orient. Ça, c'est juste pour vous dire aujourd'hui que nous avons cet impérieux devoir. Parce qu'aujourd'hui, je suis très à l'aise quand les universitaires, les hommes d'affaires et les acteurs de la société civile participent au débat public. Parce que ça va l'enrichir et ça va le faire évoluer. Ouais. Parce que le pays doit changer de paradigme. Parce que nous avons compris une chose, c'est-à-dire qu'on fera, je ne dirais pas, faisons table rase des 63 ans d'indépendance, mais il faut réinventer ce pays. Et cela passe par des réflexions, justement. Aujourd'hui, on le fait sur le commerce, on l'a fait avant sur d'autres secteurs, mais aujourd'hui, c'est important, il est tout à fait important qu'aujourd'hui, le CNRD, parce que moi, c'est un gouvernement de transition, je ne leur demande pas de corriger les choses, mais au moins de jeter les bases, pour que demain, qu'on ne puisse plus revenir vraiment au réflexe antérieur. Bien, alors sur la question notamment de ces bases-là, c'est vrai que le CNRD, à sa prise de pouvoir,
on avait vu quand même une sorte d'obstruction du secteur économique en Guinée avec la fermeture des frontières, voilà, des commerçants qui étaient presque voilà, mis à mal. Alors, vous, en tant que docteur d'État en finances publiques, quelles devraient être c'est pas, les actions concrètes de la part des nouvelles autorités pour souffler un air nouveau à ce secteur aujourd'hui qui est en train quand même de balbutier et pourtant c'est un secteur fondamental pour le fonctionnement du pays? D'abord, ils ont commencé par la diplomatie de proximité. Ouais. C'était d'éliminer les frontières. C'était vraiment très négatif sur l'économie guinéenne. Ces fermetures de frontières ne se justifiaient pas sur le plan économique ni sur le plan sécuritaire. On avait évoqué la souveraineté politique parce que la Guinée était menacée, hein, selon les services de renseignement. Oui, la Guinée est menacée, d'accord. C'est facile. Par ses voisins. On dit quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Moi, je ne vois pas en quoi la Guinée était menacée. Mais si la Guinée était menacée, on a ouvert les frontières. Pourquoi ils ne sont pas là? Donc, ça ne tient plus. Donc, on était de l'autre côté d'ailleurs. C'est le régime d'Alpha Condé qui était menacé alors. D'accord, ça c'est le premier élément. Mais il a fermé les frontières, il a été cassé de l'intérieur. Bon, ça c'est du pouvoir. Hein. Donc, si on fait l'analyse stratégique, ce n'est pas le débat, mais revenons sur le commerce, c'est le premier élément. Bien. Le second, le CNFD doit s'adresser aux commerçants. Discuter les problèmes que les commerçants vont poser. Discuter avec les commerçants les solutions éventuelles à ces problèmes. Mais quand on s'assoit dans un bureau, on règle un problème dont on ne connaît pas, on ne pourra jamais régler. Ouais. Le problème guinéen a été toujours, les problèmes guinéens ont toujours été réglés à l'absence de celui qui subit. Ouais. Donc le premier élément... Et moi j'ai très peur que les mêmes mafiosi aillent fermer leurs yeux à travers certaines de leurs relations qui vont les envahir sans même voir la réalité du terrain. J'ai très peur. C'est ce que je veux dire. Vous savez, l'économie moderne, quand l'État doit intervenir, il y a trois choses qu'on demande à l'État. Il faut chercher à avoir une économie concertée. C'est le cas dont on parle. Avant que l'État dise je diminue le prix, il faut parler avec les commerçants. Vous discutez avec les commerçants, vous diminuez ensemble le prix. De la faisabilité. Ce que le commerçant a dit, moi je diminue 10 000, toi tu prends une décision là-bas, tu dis maintenant, après la rencontre avec le commerçant, le prix est dit, mais on dit économie concertée. C'est une concertation. Ça, c'est le premier facteur. L'économie n'est plus une décision unilatérale, comme nos agents pensent. Ce n'est plus ça. Ça a été souvent le cas en Guinée. On diminue et après le prix ça a toujours été parce que, s'il vous plaît, la décision unilatérale ne scie pas avec l'économie. Bien. Donc, premièrement, il faut une économie concertée. Bien. C'est lui qui achète, c'est lui qui vend. Moi, je suis assis dans un bureau. Monsieur Balaya me dit, j'ai pas pu payer le sac de riz. J'ai dit, bon, maintenant, monsieur Balaya, tu vas à combien? 280 000. J'ai dit, monsieur Haïdara, maintenant c'est 280 000. Lui, il achète à 300 000. Je risque quoi? Il refuse de vendre. Il refuse de vendre. Et monsieur... Il ne l'a pas à manger. Qui va s'attaquer à vous. C'est ça le problème premier. D'où la nécessité de l'économie concertée. Après l'économie concertée, il faut aller vers l'économie contractuelle. Ça, c'est encore plus avantageux. Expliquez-nous. Économie contractuelle, on signe carrément les contrats avec les acteurs économiques. Vous allez dire, bon, pour que le prix baisse, vous nous donnez la devise, vous nous réduisez telle chose, vous nous facilitez telle chose. L'État fait tout ça. Et ils amènent la marchandise, mais le prix est déjà connu parce qu'on est en contrat. J'ai fait mes obligations. J'ai aidé M. Abdallah. Il a eu la devise. Il est venu au port. Il paie moins de taxes. Il n'a pas retardé, non, pas seulement payé. Parce qu'il y a un système en Guinée. Si on veut développer le commerce, on peut aller plus loin. Je vous donne un exemple. Pour qu'on ne donne pas aux commerçants l'autorisation d'enlever la marchandise et aller revendre et payer le dédouanement. Pour qu'on saisisse les conteneurs. Ah oui. C'est un exemple. Parce qu'on fait ça partout dans le monde. Alors que c'est très facile. Normalement, c'est pourquoi il faut dire,
il a 10 conteneurs, il est venu, il est commerçant à Conakry, il n'est pas caché. Vous le connaissez? On lui fait un bon d'enlèvement. On calcule, M. Haïdara, vous devez à l'État 5 millions. Partez, on vous donne 3 à 6 mois, vous réglez. Mais l'économie tourne. Mais lui, on va lui dire, ça ne sort pas, ça retendit sur Estari, c'est saisi, c'est revendu. Mais on tire. Il y a une mafia qui est là-bas encore. C'est ça. Il y a une mafia qui est là-bas encore. On le fait de façon extraordinaire. Justement, soutirer ce qu'ils ont. Et ils vont faire perdre aux commerçants. C'est ce que je veux dire. Quand on me dit nouvelle autorité, c'est ce que je veux dire. Économie concertée, allez-y vers les commerçants. Si on veut développer le secteur. Si vous pouvez, faites un contrat, mieux encore, donnez-les la facilité qu'il y ait enlèvement de marchandises avant le paiement des taxes. On enlève comme crédit, on revient, on paye. Parce que vous pouvez les... Mais si il importe, vous bloquez. Mais il est mort. Donc, l'économie concertée, contractuelle, et puis la facilitation pour le commerce tel que la Guinée, ce que je vois à l'air là. Moi, je ne dis pas de diminuer d'abord la taxe. Parce que pour que je puisse le dire, il faut que je calcule l'impact de diminution d'1% de taxe sur les finances de l'État. Donc, comme je ne connais pas ça, mais ce qui est faisable, qui ne touche pas les finances, c'est de dire, M. Abdallah est un commerçant reconnu, agréé. Quand sa marchandise vient, on fait la facture. Allez, va. Parce que le commerce, c'est la rapidité. C'est une chaîne. Va, tu payes. Mais ici, on dit, tant que tu n'as pas payé, la marchandise n'est pas enlevée. On n'est pas pour le commerce. Ça s'accumule au port qui n'a pas une capacité. Mais ils sont en train de casser tout le rythme. Mais tout est cassé. Tout est cassé. Et le port n'a pas une capacité. Donc, au moins, le CNDP c'est fait par esprit. L'unique élément, ce que le CNDP fait tout de suite, c'est prendre une décision. On dit les commerçants qui doivent importer, recensez-vous. On prend toutes les informations sur eux pour l'air sérieux. On dit, vous, si vous amenez, ça passe. Et puis vous venez payer, parce qu'on dit ça, le Guinée est très malin. Un faux commerçant peut se faire aussi. Pour éviter ça, il faut recenser. Une enquête, vous le faites tous. Dire, mais on passe, on dit à nous les commerçants. C'est un exemple. On signe avec la responsabilité. Justement, ce que le docteur Makandera vient de dire, on dirait qu'il a assisté à des réunions que nous avons faites. On dirait. Vous comprenez? J'ai rencontré des opérateurs économiques ressortissants guinéens qui se trouvent dans plusieurs pays, capables de faire venir toutes sortes de denrées alimentaires dans ces pays et moins chères. Comment faire? Il y a un monopole. Comment faire? J'ai écrit déjà au président de la République, je l'ai informé et je voudrais une rencontre entre nous et lui. Carrément, la lettre est déjà partie. Je n'ai pas reçu la réponse d'abord, mais la lettre est là-bas. Vous comprenez? Parce que ces opérateurs économiques-là, ressortissants guinéens-là, sont capables de le faire. Mais eux-mêmes, ils sont freinés par ceux qui détiennent ces monopoles ici. Comment vous pouvez comprendre cela? Alors que le peuple est en train de souffrir. Il ne doit pas y avoir de monopole. Bien. En plus de ces recommandations du docteur, il y a également cette autre triste réalité. Aujourd'hui, quand vous regardez le plus grand centre d'affaires du pays qui se trouve être le grand marché de Madina, moi je me dis que c'est un marché qui est exposé à toutes sortes de dangers, d'insécurité, parce que il y a... Donc aujourd'hui, les opérateurs font face à une sorte d'insécurité exponentielle. Et moi, je me dis qu'également, on a vu même, aujourd'hui, il y a une sorte d'opération qui semble être également à la vogue. L'enlèvement des grands opérateurs, on vient, on vous kidnappe, on demande des rançons. Alors vous, en tant que président de Goa, est-ce que également ce n'est pas un aspect sur lequel le CNRD, d'ailleurs que ce sont des militaires, devrait, parce que moi, voir un marché comme Madina qui n'a pas une unité de gendarmerie bien outillée pour veiller sur les marchandises ou les magasins, moi, je savais que quels qu'en soient les efforts qui vont faire ça et là, si l'aspect sécuritaire également n'est pas pris en compte, cela peut être un véritable problème. Est-ce que déjà ce n'est pas une problématique face à laquelle aujourd'hui le Goa est en train de réfléchir? La réponse est déjà là. Le jour que nous avons rencontré le colonel Doumbouya au palais pour la première fois dans le cadre du patronat, le seul mot que j'ai prononcé en première position, j'ai dit, vous êtes des militaires. Tout ce que nous vous demandons,
c'est la sécurité des personnes et des biens et c'est l'ensemble du territoire. Tout le reste, je dis bien tout le reste, on va faire ensemble, nous sommes tous des citoyens guinéens. Mais la sécurité, c'est eux les militaires. C'est eux qui doivent le faire. Et dans les conditions normales, le haut commandement de la gendarmerie, la police, devait être régulièrement en contact avec nous. Parce que nous avons des problèmes tous les jours que nous recensons. Madina n'est pas sécurisée. Vous comprenez? Nous avons des problèmes tous les jours que nous recensons. Exposés. Le haut commandement de la gendarmerie, la direction de la police, devait être régulièrement en contact avec nous. Mais ce contact-là, je vous dis, ça a cessé depuis le temps d'Ibrahima Dieng, qui Dieu l'a dans son paradis, lorsqu'il était directeur général de la police et ministre de la Sécurité. Lui, il nous écoutait. Si je l'appelle, son téléphone ne sonne pas, des fois il décroche. Oui, shérif, il va comprendre est-ce qu'il y a un problème ou pas. Vous comprenez? Ça, c'est important. Mais un responsable de la gendarmerie ou de la police, nous, en tant que président de Goa, qu'on aime ou pas, il y a des millions de sympathisants au Goa, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Guinée. Nous gérons beaucoup de choses. Si on appelle les responsables de la sécurité, ils doivent décrocher tout de suite pour savoir ce qui se passe. C'est l'intérêt du pays. En tout cas, les opérateurs ne sont pas aujourd'hui sécurisés, sincèrement. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, j'ai proposé même à ce qu'on fasse des rencontres, comment dirais-je, des conférences peut-être entre nous ou des réunions pour voir dans quelle mesure on va protéger les opérateurs économiques et de leurs biens. Le haut commandement de la gendarmerie et la direction générale de police. Ça, on doit le faire et on doit rester en contact permanent. Monsieur Bala, sur la question de la sécurité. Mais Il y a eu une fois, excusez-moi, il y a une fois, j'ai rencontré, la seule fois d'ailleurs que j'ai rencontré... Parfois j'ai peur pour vous. Hein, le président Alpha. Non, nous avons la protection... qu'on demande pas 10 milliards. Nous avons la protection... Nous avons la protection... C'est la formule maintenant. Hein. Voilà. Nous avons la protection divine. Vous demandez de l'argent. Nous avons la protection divine. Malheureusement, c'est l'une des victimes de cette pratique qui, sincèrement, ne rassure pas. Donc, ce que je dis, la seule fois que j'ai rencontré le professeur Alpha Condé, qu'il a fait quelque chose, pour moi, il faut le reconnaître, mais ça n'a pas duré, peut-être c'est lui aussi qui a interrompu. Il m'a mis en rapport avec le haut commandement de la gendarmerie, pour justement la sécurité des opérateurs économiques et de leurs biens. À l'époque, ils ont déployé quelques gendarmes à Madina, et la gendarmerie de Madina, ils ont pris les choses en main. On a traversé une bonne période sans problème. Sans problème. Mais après, ça a repris. Ouais. Parce que, voilà, dans certains cas, nous ne sommes pas d'accord, mais avec l'arrivée de nouvelles autorités, je pense qu'on doit essayer de travailler ensemble pour justement que les opérateurs économiques soient vraiment protégés dans le pays. Allez-y. Je vais vous parler d'une anecdote. Hein. Le 23 octobre, j'étais à Zérékoré. Lorsque le marché de Zérékoré a pris feu, je vais vous dire, j'étais à moins de 200 mètres. J'étais en train de dîner quand le feu a pris au niveau du marché. C'est-à-dire la sécurité. D'accord, hein, ça c'est la sécurité sur les personnes, etc. Mais la sécurité civile. Les incendies, les bouches d'incendie, les risques d'incendie. Parce que c'est un court-circuit hein, qui s'est proposé. Parce que tout simplement, il faut réinventer les choses. Parce qu'on ne peut plus vivre avec les mêmes imaginaires et les mêmes réflexes. Parce que j'ai le sentiment que c'est vrai qu'aujourd'hui, comme l'a dit en off, hein, tout à l'heure le président Chérif, il a dit que c'est bon parce qu'on est en train d'agrandir les marchés. C'est-à-dire que Madina risque de ne plus être le seul centre névralgique de commerce. On peut aujourd'hui décentraliser, c'est vrai. Mais au niveau sécuritaire quand même, il y a la sécurité civile qu'il faut vraiment, il faut s'en occuper parce qu'il y a des courts-circuits, parce que tout simplement, parfois, les gens ne prennent pas les bons abonnements. Hein, ils font des branchements clandestins. Non, maintenant, c'est des groupes hein, dans la plupart des marchés maintenant. Oui, mais quand même, il y a assez d'électricité. Hein. Je crois que on a beau fustiger aussi le régime de Alpha Condé. Au moins, s'il y a un tant soit peu de réussite, c'est à ce niveau-là, je crois. Hein. C'est vrai que c'est disproportionné par rapport à l'investissement. On aurait dû avoir de Tougué à Yomu et de Koundara à Kassa, on aurait dû avoir 24 heures sur 24 l'électricité, on ne l'a pas eu, c'est vrai. Mais quand même, il y a eu un début d'investissement, bon, de résultats, je dirais. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le bon moment aussi, puisque la parole s'est libérée. Hein, la parole s'est libérée de mettre tous les problèmes sur la table pour qu'on puisse vraiment, à terme, arriver à trouver des solutions, à jeter les bases.
Parce que si on commence à habituer les gens à bien se comporter dans des situations commerciales, économiques, tout ce que vous voulez, je crois que ça ira en croissant et que fondamentalement, immanquablement, on arrivera allez-y, sur la question de la sécurité des opérateurs. C'est une question fondamentale. Le problème sécuritaire en Guinée, c'est une question fondamentale. Mais là, ça a plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du Guinée même, notre réflexe sécuritaire est très limité. Ouais. Le Guinéen lui-même ne se sent pas responsable de sa propre sécurité. Voilà, tu ne peux pas être un gros maniant, un grand opérateur et que tu te promènes sans avoir un garde du corps. C'est le problème. Tu ne peux pas avec ton chien et ta femme. On ne peut pas dire que tu es milliardaire et que tu es incapable de trouver aujourd'hui les sociétés privées de gardiennage où tu sors celles que tu te promènes. Là, je vais vous aider. C'est dommage. Non, mais c'est ça, c'est une réalité. Là, je vais vous aider. Sincèrement. Deuxième, tu vois le Guinéen encore qui peut mettre 20, 30, 50, 100 millions dans sa voiture, il fait long voyage. On entend souvent les gens qui vont à Sigiri qu'on les prenne de l'argent. Mais des montants incroyables. Docteur, je vais vous aider. Non, je veux juste amener les situer après vous revenez. Je dis d'abord, nous d'abord, on n'a pas le réflexe sécuritaire. C'est ce qu'il faut d'abord développer. Je vous donne des petites choses. J'ai parti à Bouquet avec un chauffeur en taxi. On quitte ici, plus l'heure, il n'avait pas pneu de secours. On a passé une journée. C'est ça, on n'a pas ce réflexe sécuritaire. C'est ça le comportement. Il m'a abandonné dans la boue. Quand il dit le pneu a éclaté, ça ne me disait rien parce qu'il y a le secours. Il est assis, j'ai dit le pneu de secours, il n'y en a pas. Donc, voici des cas, ça c'est le Guinéen d'abord. Revenons maintenant l'État. Je vous dirais c'est la même chose. Le réflexe sécuritaire que l'individu a, c'est le même réflexe sécuritaire que l'État a. L'État n'envoie la sécurité pas en titre de prévention, non, mais à titre de répression. D'intervention. C'est tout. C'est quand il y a problème, allez, il faut aller. Alors que la sécurité, la première sécurité, c'est la prévention. C'est la prévention. C'est la prévention. Il ne faut pas attendre quand il y a problème pour venir. C'est pourquoi je dis problème de sécurité, ça doit être un débat. Pour que moi, citoyen, que je puisse savoir quelle est la limite de ce que je peux assurer pour la propre sécurité. Je peux aller jusqu'où? L'État ne va pas faire ça pour moi. Deuxième, que l'État sache, c'est pas attendre qu'il y ait problème, mais c'est surtout éviter des problèmes. La prévention vaut mieux que la répression. Il faut prévenir. Si, comme le frère a dit, normalement, dès qu'il y a un mouvement de personnes, le premier problème qui est posé à l'État, son rôle régalien, c'est la sécurité. Vous ne pouvez pas avoir Madina pour dire qu'il y a un seul commissariat. Il doit avoir le rapport entre le nombre qui fréquente et le nombre de personnes de sécurité. Malheureusement. L'étude là, c'est ce qui devait se faire. Mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes. Bien. Alors, pour terminer. Bon, ce que je voulais vous dire, dans un pays normal, je dis bien dans un pays normal, on n'a pas besoin de marcher quand même avec des garde-corps s'il y a la sécurité dans le pays. Toi, tu connais le Sénégal. Vous connaissez le Ghana. Le Ghana, il y avait toutes sortes de problèmes. Mais aujourd'hui, un opérateur économique ghanéen n'a pas besoin de garde-corps parce qu'il y a la sécurité dans le pays. Au Sénégal, nous avons vécu là-bas. Tu ne te sens jamais en insécurité. Tu peux aller dans n'importe quel restaurant, tu peux inviter n'importe qui, tu es habillé ou pas, ce n'est pas leur affaire. Il y a la sécurité. Tu te sens en sécurité. Que tu sois riche ou pauvre, tu te sens en sécurité. Bien. Nous voulons que la Guinée soit comme ça. Parce que ici aussi, on peut le faire. Bien. Il faut travailler parce qu'ils sont payés pour ça. Bien, pour terminer, docteur. Mais juste dire aux frères, je me mets dans son cadre, mais l'homme vit avec son environnement. Justement, avec quand vous savez, vous êtes dans un pays anormal, et vous avez les moyens de vous susciter de l'État, il faut le faire. La preuve, vous le faites. Vous partez dans certains lieux, c'est les riches qui mettent les goudrons pour les bétons. C'est la place de l'État. C'est la même chose. Moi, aujourd'hui, je ne sors pas la nuit, surtout le temps de Alpha. Quand j'étais à la CENI,
20 heures, je ne reçois personne chez moi. Demandez n'importe qui, même mon frère, je me vais lui dire. Parce que je suis à la CENI, on dit je suis pour un parti politique, je fais ceci, je fais cela. J'ai soupçonné tout le monde est contre moi. Je ne sors pas, je ne vais pas au restaurant. C'est ce que je peux. Vous ne me verrez jamais dans un restaurant, vous ne verrez jamais à pied. À 20 heures, je ne vous reçois pas chez moi. Si tu me dis j'ai besoin, je dis au téléphone. Parce que je sais que ma sécurité dépend de moi. Justement. Je parle dans ce sens. Voilà, Justement, nous arrivons à la fin de ce numéro de l'émission Diagnostic qui s'emballe vers la dernière partie, mais ce n'est que partie remise aujourd'hui. On avait comme invité sur ce plateau Dr Alassane Makanera Kake, docteur d'État en finances publiques également, professeur d'université dans beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur de la place. Et puis est avec nous dans cette émission monsieur Mohamed Abdallah Chérif Aïdara. Il est le président également du groupe organisé des hommes d'affaires Goa, mais aussi mon acolyte d'ailleurs dans cette émission de tous les jours, monsieur Ibrahima Balaya, également président du forum civil guinéen, étaient tous avec moi aujourd'hui dans cette émission. Alors il ne me reste qu'à vous dire merci pour la disponibilité et j'espère tout simplement que ces téléspectateurs qui ont pris du temps à nous suivre dans cette émission ont pris du plaisir également à déceler quelques contours de la problématique qui assaille notamment le secteur du commerce en Guinée. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre fidélité à la télé du 21e siècle. On se reprend dans cette émission avec d'autres acteurs pour parler également de d'autres facettes de la vie sociale en Guinée. Portez-vous bien et surtout ne quittez pas sur cette télé car le meilleur reste à venir. Au revoir. Star 21 TV, une chaîne généraliste destinée à un large public à travers le monde. Avec des programmes diversifiés dans les domaines du développement, de l'information, de l'éducation, de la culture, du sport, de la religion et du divertissement, Star 21 TV fait partager de riches expériences et parfois des émotions insoupçonnées et devient une référence à la découverte du monde. Pour accompagner l'évolution des styles de vie et répondre au nouveau mode de consommation des images, Star 21 TV offre une expérience complète de la télévision qui intègre les nouvelles technologies et les plateformes digitales et mobiles. Portail, Internet, sites mobiles, réseaux sociaux, applications mobiles sur Android et iOS, Star 21 TV est sur tous les écrans et s'adapte aux habitudes des consommateurs où qu'ils se trouvent et quels que soient leurs besoins en contenu ou en interactivité. À l'aide du numérique et bien équipé, Star 21 TV réalise sur demande tout programme de communication moderne. Star 21 TV, une chaîne de télévision panafricaine basée dans l'État de New York aux États-Unis. Star 21 TV, la télé du 21e siècle.